au collectif, n'a pas évidemment les moyens d'aller beaucoup plus loin. Sauf que la technologie existe. Alors évidemment, elle a ses limites, hein, très certainement. Et évidemment, comme l'évoquait Daniel Barois, la question de l'indexation et la question d'une norme qui permettrait d'intégrer à l'intérieur des contenus images l'essentiel des métadonnées qui viserait aussi à les sécuriser en termes de droits patrimoniaux et droits d'auteur, c'est évidemment ce vers quoi on va. Je pense que des interventions autour de ça ont déjà eu lieu dans différents colloques professionnels. Ça n'est pas en place, donc nous sommes en train d'attendre une technologie qui visera à, comme on l'a dit tout à l'heure, une espèce d'auditorat sur chaque image publiée, avec évidemment la reconnaissance visuelle, y compris lorsque l'image est découpée en morceaux, ou même réutilisée et fusionnée avec d'autres images, afin de détecter ce qui est à l'intérieur de chaque contenu, ce qui est à attribuer à un auteur et à un autre. Les technologies sont très au point autour de ça. Bon, ça supposerait évidemment de la part des professionnels européens, on ne peut pas imaginer ça à un stade seulement national, d'avoir des structures avec moteurs de recherche, cabinets d'avocats internationaux capables d'avoir une action avec des gros moyens, et que les filières professionnelles de chacun des pays viennent abonder une grosse machine, comme Getty a su le faire d'ailleurs de façon indépendante de son côté à partir des États-Unis. Voilà. Après, se poseraient des questions différenciées en fonction des droits, la manière dont les auteurs souhaitent se faire rémunérer, soit en droit d'auteur pour les Français, soit à travers le copyright pour les anglo-saxons, pour simplifier et pour faire très court, soit selon les différentes modalités que chacun des pays a su mettre en place pour protéger la propriété intellectuelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je crois que Madame voulait poser une question derrière vous. Oui, bonjour. Donc pour prolonger ce que vient de dire Jacques Aymon, donc mon nom est Stéphanie Pistre, je me permets de relayer ce qui a été dit dans le sens de ce que les outils existent. Ils existent également dans les modifications qui ont été apportées à des images, puisqu'il y a des outils qui ont été mis en place par la gendarmerie ou plus précisément à des fins militaires. Notamment, ça avait été fait et mis en exergue par Madame Boyer à un moment, quand il s'agissait de photos retouchées. Mais en fait, au départ, les outils sont des outils militaires. Simplement, l'intérêt de ces outils, comme le soulignait Jacques, c'est que ça permet, à mon sens, d'avoir des éléments de traçabilité sur le cheminement de l'image. Et ce qui manque, me semble-t-il, au secteur de la photo, parce que moi je viens plutôt du secteur du droit d'auteur, parce que je viens de la SACD, j'ai travaillé plutôt sur d'autres œuvres qui étaient le cinéma et la fiction. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est très utile, c'est la gestion collective. Parce que vouloir s'en remettre à une gestion individuelle de cette traçabilité me semble malheureusement très difficile, parce que ça suppose des moyens. Et effectivement, ce que Jacques évoquait tout à l'heure est très juste, sauf que effectivement, ça peut prendre la forme de ce qu'on appelle une société de gestion collective des droits, qui existe dans d'autres secteurs. Je sais que vous en avez une, en l'occurrence, je ne sais pas si le représentant est ici. Effectivement, ces outils qui existent aujourd'hui permettent de réaliser de réelles économies, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, s'en remettre en termes d'accords de réciprocité avec différents pays, sur la représentation d'une image, pas seulement sur les réseaux, mais à travers les magazines, les représentations et la reproduction des images. Les images fixes n'ont jamais été aussi reprises qu'aujourd'hui. Elles sont partout et vous n'avez jamais été aussi mal payé. Donc, excusez-moi, c'est un peu paradoxal votre histoire. Donc, effectivement, il me semble qu'il serait temps de demander une aide de l'État ou que sais-je pour vous donner les moyens de faire ce que Beaumarchais a fait il y a quelques siècles, parce que certes il n'était pas photographe, il avait plein de talents, mais je pense que ce serait une bonne chose. Merci beaucoup de cette intervention. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'action que mène Page depuis plusieurs mois est aussi sur cette voie. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut sortir du champ strict de la photographie
et votre intervention concernant effectivement le fait qu'il y ait des technologies utilisées dans d'autres domaines, c'est tout à fait ce que nous souhaitons. C'est-à-dire qu'il faut une convergence vers la photographie de technologies qui existent, qu'on peut adapter à la photographie et qui permettront de redonner une lisibilité, une visibilité à la production que font les producteurs de contenu. Merci Mario. Docteur Bitton, vous avez autre chose à ajouter? Bon, alors j'appelle à ce pupitre Merci. Maître Julie Rodrigue. Maître Julie Rodrigue du cabinet L&P qui va nous parler des arrêts récents sur l'image. Tout d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. J'ai été très touchée par les différents témoignages que j'ai entendus. Je crois nous, on est du côté des juristes, donc on a une vision qui est évidemment moins pratique, moins réelle, mais on a aussi quelques solutions qui peuvent être intéressantes. Et puis, il faut savoir qu'on peut prendre le problème de différentes manières, à mon avis. J'ai 2 enfants qui, bien entendu, se sont mis, comme tous les enfants, à télécharger de manière totalement illicite. Quand vous expliquez à des enfants que c'est du vol, ils en ont strictement rien à faire. Et quand vous leur dites, mais si tu télécharges, moi, j'ai plus de travail, parce que tu empêches quelqu'un de gagner un revenu par rapport à son métier, et donc moi qui les défends, je ne peux plus être rémunéré. Et à ce moment-là, ça devient quelque chose qui est raisonné, et il a fallu quand même négocier un budget de téléchargement par mois, donc c'était la contrepartie, mais je crois qu'il y a une éducation à faire aussi chez les jeunes, c'est-à-dire que vous avez tous dit dans le cadre de vos témoignages que vous étiez inquiets pour les jeunes professionnels qui rentraient, mais je crois qu'il faut commencer à parler de ça, même aux plus jeunes, puisque ce sont eux qui, finalement, utilisent beaucoup plus que nous le réseau Internet. Alors, moi, j'ai pour but de vous donner une ligne droite, en fait, un peu superficielle sur l'image, parce que certains l'ont évoqué, toutes les photographies ne sont pas protégeables par le droit d'auteur. On a souvent entendu au cours des allocutions des uns et des autres le mot droit d'auteur, mais on l'a entendu en termes de paiement, payé en droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est quand même autre chose qu'un paiement. Alors, toutes les photographies ne sont pas protégeables, ça c'est le premier point, et c'est intéressant aussi de se pencher sur comment est-ce qu'on arrive à une photographie, une image qui est protégée ou pas protégée. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'incidence des contrats aussi, qui va venir un acte de disposition qui est fait par l'auteur de l'image sur son image, eh bien, ça va l'impliquer et ça va en même temps l'empêcher éventuellement de poursuivre une exploitation qui pensait plus large. Le contrat fait acte de loi entre les parties. Alors, sur les photographies protégées, je rappelle que en 1957, cette fameuse loi, ce n'est pas la première, mais c'est la plus importante, l'article 3 de la loi de 1957, considérait déjà les photographies comme des œuvres de l'esprit, mais c'était les œuvres photographiques de caractère artistique ou documentaire. Et celles de même caractère, c'est-à-dire artistique ou documentaire, obtenues par un procédé analogue à la photographie. Cette définition qui mettait d'un côté les photographies et de l'autre les photographies artistiques ou documentaires a conduit les juges à tomber dans un piège énorme, celui de vouloir qualifier ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Donc, cette distinction venait évidemment des arts nobles, c'est-à-dire qu'on considérait qu'à partir du moment où on faisait intervenir une machine, eh bien, on n'avait plus affaire à un art noble, mais on avait affaire à un art industriel, d'où cette
sous-réalité qui était la photographie artistique ou documentaire. Et donc j'ai pris un passage qui est extrait d'une décision d'un juge qui dit dans une décision judiciaire est artistique ce qui est relatif aux beaux-arts, c'est-à-dire aux arts qui ont pour objet la représentation du beau, le beau étant ce qui est conforme à l'idéal que chaque homme porte en lui. Hein, allons-y. La loi donc, du 3 juillet 1985 balaye donc, les photographies de caractère artistique ou documentaire et intègre la photographie. Donc désormais, c'est bien la photographie qui est considérée comme une œuvre de l'esprit. Et cette photographie donc, est maintenant citée à l'article L112.2 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont vous vous fichez, j'imagine. Mais il faut savoir qu'on a une liste assez longue d'œuvres considérées comme des œuvres de l'esprit, sachant d'une part que cette liste n'est absolument pas exhaustive, et que d'autre part, ce qui est listé peut ne pas être considéré comme une œuvre de l'esprit. Donc c'est intéressant, mais ça veut dire que le législateur n'a exclu aucune catégorie, si ce n'est les idées. C'est-à-dire que, franchement, tout ce qui est qui n'a pas été formulé, tout ce qui n'est pas perceptible au sens, ne va pas pouvoir être protégé. Donc la photographie, maintenant qu'elle est bien dans notre patrimoine des œuvres de l'esprit, elle est protégeable, et elle est protégeable dès sa création. Ça, c'est la loi, ça veut dire qu'il suffit qu'elle existe. Après, il faut quand même prouver à quelle date, parce que quand on a deux photographies identiques, et ça m'est arrivé d'avoir deux photographes qui avaient exactement pris la même photographie le même jour sur la plage. Les deux photographes étaient donc petits copains et petites copines. Et puis, il y avait une rupture. Et l'un d'eux avait exploité sa photographie. Et l'autre était venu en disant « c'est une honte, moi aussi j'ai fait la même photographie ». Nous l'avions d'ailleurs faite ensemble, donc chacun avait son appareil. Et je suis allée plaider. Et c'est la première personne qui l'a exploitée qui a eu gain de cause, puisqu'on n'avait pas de date. Elle l'avait faite ensemble à la plage le même jour. Donc on ne savait pas quelle était la première et quelle était la deuxième. Donc le second n'avait plus le droit de l'exploiter. Le second étant celui que je défendais. Et j'ai quand même dit au juge que c'était la première fois que je plaidais à un divorce devant une chambre de la propriété intellectuelle, puisque c'était en réalité. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver. La date de la création est donc quelque chose qui peut être important. Si on doit parler d'argent, je pense que le meilleur moyen de protéger la date de sa photographie, c'est de se l'envoyer en recommandé. Le coût est quand même tout à fait modeste et la Poste est rarement complice, enfin n'a jamais été d'ailleurs jugée comme complice. Donc la photographie est protégeable dès sa création, mais elle doit être originale. Elle doit être originale et on consacre l'originalité, on dit qu'elle doit porter l'empreinte personnelle de son auteur. Et alors là, que vous soyez photographe, amateur, collectionneur, musicien ou autre, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. J'aurais même tendance à dire que j'ai un exemple où on peut dire même que d'être photographe, ça peut desservir à l'application de ce critère d'originalité. C'est-à-dire que si la photographie n'est pas originale, elle n'est pas éligible au droit d'auteur. Elle ne va pas bénéficier du régime du droit d'auteur. Et là, il faut quand même qu'on voit ensemble quel est l'enjeu, parce qu'il y a un enjeu qui est très important. L'enjeu, c'est de bénéficier, bien entendu, de la protection qui a été instaurée par le Code de la propriété intellectuelle et qui commence aux articles L111-1 de ce code. Vous avez deux choses. Vous avez, dans le droit d'auteur, vous avez deux catégories de droits. Vous les connaissez,